Bonjour à tous, bienvenue à notre conférence hebdomadaire. Une conférence hebdomadaire qui nous permet de faire le point sur la semaine et surtout sur la séance de vendredi aux US qui a clairement inversé la tendance. Et il y a le yo-yo, l'effet de yo-yo que nous évoquions pour la semaine. Finalement, vendredi, le fil du yo-yo a cassé et on a eu une franche correction sur l'ensemble des places mondiales et en particulier aux US et de manière encore plus ciblée sur les valeurs technologiques et de l'IA. Le mouvement, en fait, s'est opéré je dirais en 3 temps. Jeudi soir, jeudi, il y avait eu la publication de Broadcom qui avait fait état de très bons résultats, mais qui avait un peu déçu sur les perspectives de revenus liés au puces IA en ne relevant pas sa guidance. Ça a donc légèrement mis sous pression dans un premier temps le secteur des semi-conducteurs et ensuite la publication des chiffres de l'emploi américains qui sont avérés meilleurs que prévu ont eu pour conséquence d'éloigner les perspectives de baisse des taux et donc ce mouvement de taux qui resterait plus élevé et de légère déception, en tout cas de non-relèvement des guidance sur l'IA a provoqué une correction. Il faut dire que les multiples commencent à être très exigeants et on est sur un rallye qui dure sur les valeurs IA et tech américaines. Et donc ça s'est traduit aux US par une baisse de 4,2% sur le Nasdaq, c'est-à-dire la pire journée depuis avril 2025 et l'annonce des droits de douane de Donald Trump. Le S&P a perdu 2,7%. Après, il a mis fin à 9 semaines consécutives de hausse. Et le Dow Jones a reculé de 1,35%. Voilà, fin de l'euphorie pour l'instant. Il faut dire qu'en plus, la géopolitique n'aide pas. Le conflit a repris à la fois entre Israël et le Liban, Israël et l'Iran ce matin. Avec la pression géopolitique remonte également un cocktail qui met les indices sous pression ce matin et qui a limité la performance des indices vendredi, ce qui explique que les performances affichées à la clôture vendredi sont clairement moins élevées qu'au moment où on a rédigé notre mail hebdomadaire. Sur l'Europe, on a donc finalement des indices qui sont légèrement repliés de l'ordre de 0,3% en moyenne sur la semaine passée. Le CAC 40 finalement a retrouvé un peu de couleur, enfin, et un peu de surperformance par rapport aux autres indices la semaine passée. Il finit à plus 0,8%. Plus 0,4, pardon, excusez-moi. Plus 0,4, alors qu'on est à plus 1 au moment où on a rédigé. Alors, en tête du classement, on retrouve toujours ST Micro qui gagne 6,6. Néanmoins, le titre était à plus 10 en début d'après-midi. Donc, comme on le voit, la séance de vendredi après-midi a été négative pour ST Micro. La hausse sur la semaine est à mettre évidemment au crédit de la publication du fabricant franco-italien de semi-conducteurs qui a relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires dans les centres de données. Il a relevé assez massivement puisqu'il vise 1 milliard de dollars en 2026 contre une précédente prévision au-dessus de 500 millions de dollars. Et à l'horizon 2027, c'est maintenant 2 milliards qui sont visés. Derrière ST Micro, on retrouve également Dassault Systèmes et Publicis. Sur Publicis, on a Goldman Sachs qui a initié le suivi à l'achat mercredi, ce qui a soutenu la performance du titre. Parmi les autres contributeurs, le plus fort contributeur, c'est Total Energy, qui a profité du regain de tensions géopolitiques tout au long de la semaine. Et on avait également Air Liquide qui s'est bien comporté et Danone qui a gagné 5,7%, qui est néanmoins encore en baisse de 16% year to date. En bas du classement, eh bien le rebond du secteur auto a fait long feu. Renault et Stellantis ont perdu moins 9% tous les deux.
après, il y a une semaine précédente qui avait été positif après les chiffres d'immatriculation qui étaient rassurants en Europe, mais ça n'a pas duré. Le luxe est resté sous pression, ainsi que la défense jusqu'à vendredi, parce que finalement on était plutôt avant ce week-end, on était plutôt dans une logique de détente avec jusqu'à présent un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël, mais comme on a pu le voir ce week-end, l'accord n'a pas duré. Passons maintenant au Next 20, le Next 20 qui finalement termine dans le rouge à moins 0,7%. Une valeur s'est mise en évidence, c'est Valeo. Valeo qui a bondi de 14% la semaine passée. C'est le principal contributeur à la hausse. En fait, Valeo, la semaine passée, est devenu, pour certains investisseurs, une valeur IA. Clairement, à l'occasion d'une conférence organisée par JP Morgan, Valeo et surtout JP Morgan a évoqué le relais de croissance que pouvaient constituer les systèmes de refroidissement pour les centres de données IA. Donc, on pourrait avoir un nouveau débouché pour les produits de Valeo. On est encore loin de que ça se matérialise et que ça représente un chiffre d'affaires significatif. Mais à l'heure où l'IA et les centres de données concentrent énormément de CAPEX, Valeo pourrait en profiter. Derrière, on a eu Sodexo qui a gagné 5,1%, bénéficié d'un relèvement, le titre a bénéficié d'un relèvement d'objectifs de Barclays. Et GTT qui continue à annoncer régulièrement là, des contrats gagne également 2,8%. À l'inverse, on a des valeurs qui ont reflué, mais il faut remettre ça en perspective des détachements de coupons également, hein. C'est la période où il y a pas mal de sociétés sont en train de verser leurs dividendes, et c'est notamment le cas de l'Aéroport de Paris qui recule de 7%, mais qui affiche un rendement de près de 3,5%. C'est également le cas de Getlink qui lui a un rendement même supérieur à 4%. Passons maintenant au MID 60. Le MID 60 qui, pour quasiment la première fois de l'année, sous-performe nettement. Cet indice qui était largement en tête, tous les autres indices français et même européens, a donc chuté de 5,3% la semaine passée. En cause, en particulier la chute d'Abivax. La biotech a perdu 22,5% la semaine passée, finalement, ce qui est un moindre mal, puisque lundi dernier, la baisse était de 40%, donc il y a eu la moitié du chemin qui a été récupéré au cours de la semaine. Mais donc ça pèse pour près d'1,5 point sur l'indice. En fait, Abivax a publié ses essais de phase 3 qui ont montré une efficacité de son médicament. Mais ce qui a causé la chute, c'est le fait que on a relevé 3-4 cancers parmi les gens qui ont été traités par le produit. Alors, les investigateurs ont jugé ces cas non liés au traitement, mais ça a clairement semé le doute et ça a fait chuter le titre. Pour l'instant, les avis des analystes sont assez partagés. Il y a quand même une majorité qui sont restés à l'achat, mais ça met quand même clairement une vraie interrogation sur l'aboutissement de la mise sur le marché. À la suite de la chute, voire de l'effondrement d'Abivax, on a DBV qui a également perdu 15,1% dans le secteur des biotech. Donc, au-delà de cette chute des biotech, on a eu également dans le secteur de la tech et dans le secteur de l'espace des grosses prises de bénéfices. Soitec a perdu 17,4%. Le titre reste en hausse de 532% depuis le début de l'année. Donc, évidemment, à ces niveaux-là, il peut y avoir des prises de bénéfices. La valorisation est quand même très tendue et ça ne laisse pas trop je dirais d'espace à des inquiétudes. Et donc, au moindre soubresaut, il y a des baisses significatives. Dans le cadre du spatial, on a toujours l'actualité de l'introduction de SpaceX
qui avait boosté Eutelsat et SES. Mais au-delà de ça, les fondamentaux restent quand même. Il y a encore en tout cas des grosses interrogations sur les fondamentaux d'Eutelsat et d'SES, notamment pour concurrencer SpaceX. À la hausse, Vision Group. Vision Group qui a gagné 4,9%. Le titre reste néanmoins en baisse de 31% year to date. Exane BNP a néanmoins passé de neutre à surperformance après justement cette correction du titre. Et ça a redonné un peu de vigueur à Vision. En tête du classement, c'est SEB qui progresse de 5,6% sans actualité spécifique. Voilà, on n'a pas d'explication claire à cette progression. Sur la troisième marche du podium, c'est Rémi Cointreau, plus 4,6%. Sur Rémi Cointreau, là, on a eu la publication annuelle. Alors, ce n'est pas les résultats annuels qui ont justifié la remontée du titre, puisque les résultats sont mauvais comme attendu. Un résultat opérationnel courant qui baisse de 24%, un résultat net qui baisse de 35%. Mais les perspectives s'améliorent. Pour l'exercice en cours, Rémi Cointreau vise un retour de la croissance organique, une légère amélioration de la marge opérationnelle courante, et surtout, d'ici 3 ans, c'est une croissance de 60% du ROC qui est attendue par le management qui fait évoluer la stratégie et donc qui espère un retournement chez Rémi Cointreau. On notera également, même si la hausse a été moins marquée après la séance de vendredi après-midi, que les ESN, Sopra Steria et Alten, ont poursuivi leur rebond et encore gagné quelques pourcents. Passons au CAC Small. Le CAC Small a baissé de 2,2%. Il était en baisse de un peu plus d'1% vendredi midi quand on a rédigé. Donc là aussi, l'après-midi de vendredi a été négative. Comme pour le CAC 1060, la performance a été freinée et altérée par le segment des biotech, avec Inventiva qui a reculé 18,3%. Inventiva qui a lancé une opération de refinancement avec à la fois des ADS aux US, une montant de capital en France. Voilà, donc il y a une dilution, une opération un peu complexe qui a fait reculer le titre. OSE Immunotherapeutics a cédé lui aussi quasiment 16%. Ados a reculé de 13%. Et EuroAPI, qui n'est pas une biotech, mais qui intervient dans ce secteur de la santé, a également cédé 15%. Donc, le secteur de la santé dans son ensemble a pesé sur la performance. Dans les baisses, on notera également le repli de Wavestone. Là, on reviendra sur Wavestone puisque c'était l'une des rares publications de la semaine. Mais donc, Wavestone a reculé. Il faut dire que les perspectives ont été plutôt prudentes. Le groupe attend en 2026, une low single-digit croissance et il vise un retour à une croissance de 5% en organique dans le cadre de son plan 2030. Donc, ça montre qu'on ne va pas revenir tout de suite à des croissances de 6 à 7% que le groupe pouvait afficher ces dernières années. Il doit s'adapter à un changement majeur de son business model avec l'essor de l'IA. Et donc, ça va peser sur la croissance aussi du fait d'un caractère déflationniste sur certains business et même certains segments de l'activité de Wavestone qui vont largement disparaître. Néanmoins, le groupe investit beaucoup pour s'adapter et il va y avoir d'autres opportunités qui doivent plus que compenser ces pertes de business. Mais voilà, on est sur une période charnière pour Wavestone et pour l'ensemble du secteur du conseil. À l'inverse, en hausse, OVH Cloud a gagné 16,4%. Le groupe est désormais en hausse de 127% year to date. Il incarne clairement le thème de l'essor des data centers et de la souveraineté. Et on a vraiment depuis le retour aux manettes du fondateur Klaba un repositionnement d'OVH
qui se tourne clairement vers l'IA, et également un positionnement globalement du groupe vis-à-vis de l'Union européenne pour être l'acteur européen. Ça lui a permis de remporter un contrat majeur avec la Commission européenne. Et comme la semaine passée, Bruxelles a en plus présenté un grand plan de souveraineté sur les semi-conducteurs, le cloud et l'intelligence artificielle, les logiciels, eh bien, c'est une source d'opportunité pour OVH Cloud de se positionner. On verra également, j'ai pas évoqué, mais je dirais que l'ensemble des valeurs liées aux semi-conducteurs et aux data centers sont très recherchées. Mais il va falloir je dirais, faire le tri parce que tout le monde n'en profitera pas. Et sur les plus petites valeurs, il faut vraiment entrer dans le détail pour voir qui a une vraie valeur ajoutée. Et c'est d'ailleurs le travail qu'on fait en ce moment, et on va publier tout au long des prochaines semaines des commentaires sur chacune de ces, enfin, celles qui nous paraissent les plus intéressantes, ou celles qui ont profité d'un effet d'aubaine et sur lesquelles il faut être prudent. Voilà pour les principales hausses. Un mot rapidement d'ABO également, qui a gagné 10,5% et qui a publié des résultats en amélioration avec un ROC en hausse de 17%. Et enfin, Lacroix qui a gagné 9,2%, titré en hausse de 64% désormais year-to-date. On a depuis 6 à 9 mois un vrai repositionnement de Lacroix qui a cédé l'activité déficitaire aux US. Donc on dirait qu'il y a un nouveau profil de rentabilité du groupe qui a réduit sa taille mais qui est redevenu beaucoup plus profitable. Et à l'intérieur du groupe, il y a la filiale dédiée à l'environnement qui affiche des solides performances depuis plusieurs années et qui pourrait être je dirais une pépite. Et en tout cas, voir si ne pourrait pas y avoir une meilleure création de valeur avec cette filiale Sofrel qui, encore une fois, génère près de 10% de croissance organique, une marge d'EBITDA de 23%, et donc un EBITDA de l'ordre de 32 millions d'euros. C'est sur le dernier exercice. Voilà pour les valeurs françaises dans les indices. Un mot hors indice, puisqu'il y a eu pas mal d'actualités de retrait de la cote et d'OPA. C'est le cas d'Instalux et de Lexibook, des sociétés sur lesquelles la liquidité était devenue faible. Et eh bien, dans le cas d'Instalux, c'est Amiral qui a cédé son bloc. Lexibook, c'est Moneta qui a cédé son bloc. Et dans les deux cas, il va y avoir des OPA qui vont suivre. Toujours l'actualité autour des caisses régionales du Crédit Agricole, avec pas mal de fonds activistes qui s'intéressent à ces caisses et qui sont assez mal valorisées. Et il y a en plus les assemblées générales de ces caisses qui ont lieu ces dernières semaines. Et ça se traduit par des hausses de plus de 10% pour plusieurs caisses, en particulier celles de Normandie, du Morbihan ou de Picardie la semaine passée. Enfin, dans les plus fortes hausses hors indice, et donc ça inclut Euronext Growth, on a Fountaine Pajot qui a gagné plus 13,6%, une hausse qui est essentiellement liée à l'intégration du titre dans la liste du mois de Ports-en-Part. Il faut dire que Fountaine Pajot publiera ses résultats semestriels d'ici la fin du mois, certainement en fin de mois. On peut penser qu'ils seront meilleurs que ceux de Katana qui ont basculé dans le rouge. Les résultats néanmoins de Fountaine Pajot seront en baisse, mais la valorisation est déjà très basse. Voilà, pour information, les 5 valeurs, enfin les 4 autres valeurs de la liste sont Medincel, Wavestone, Infotel et ID Logistique. Infotel et ID Logistique qui sont également dans notre buy list, une buy list qui a plutôt bien résisté, comme on le verra juste un peu plus tard. Un mot des small européennes, avec un indice stock small qui a reculé de 1,8% la semaine passée, avec seulement 36% de valeur en hausse. Les valeurs en hausse ont été essentiellement dans les énergies en Italie avec Saipem et Italgas, ainsi que dans la santé toujours en Italie avec Diasorine. Sans parler de Valeo qui a dominé le classement, mais on l'a déjà évoqué pour les valeurs françaises. En bas du classement, j'évoquerai pas Abivax, mais on a eu du côté des baisses plutôt des industriels allemands
qui ont souffert, avec Kion qui a reculé de 7,9%, Bilfinger qui a également souffert en Allemagne, et puis vendredi, Puma qui a chuté de 8%, enfin 8% sur la semaine, mais une baisse qui a été concentrée sur la séance de vendredi. Si on fait le point depuis le 1er janvier, on a donc désormais l'Eurostoxx Small qui a plus 6,8%, qui affiche la plus forte, enfin, qui affiche une nette hausse en ligne avec celle du MDAX, qui a plus 7,1%. Et avec l'IBEX Medium également en Espagne. Le CAC Mid and Small, qui était largement en tête, a perdu son avance après le très fort repli de la semaine passée. Il est désormais en hausse de l'ordre de 6%. Et quoi qu'il en soit, les indices Mid and Small sont en avant sur les grandes valeurs, puisque le CAC 40 en France est à seulement plus 1,4%. Un mot de notre buy list qui a cédé 0,8% la semaine passée, donc mieux résisté que ces indices de référence. Une performance qui a été tirée par la poursuite de la hausse de Cricri Milk après ces très bons résultats T1 qui ont largement dépassé les attentes et qui sont en avant sur les guidance annuels. Exaum qui a très bien performé vendredi également, en gagnant 5,4%. Et alors jusqu'à vendredi, on avait une poursuite du rebond des ESN avec un Fotel qui était en hausse. Sur un Fotel, au-delà de sa présence dans la liste de Ports Ampères, il faut avoir en tête que un Fotel a distribué son dividende la semaine passée, ce qui expliquait la baisse faciale du cours. Un Fotel qui présentera également sa stratégie IA d'ici une quinzaine de jours. Voilà, Alten a reculé de 1%, ce qui est quand même une surperformance par rapport aux indices valeurs moyennes. Pour le reste, on a des baisses qui ont été largement concentrées sur la séance de vendredi après-midi. En parallèle de notre buy list, on a publié 5 notes la semaine passée. En résumé, on est très prudent sur tout ce qui concerne les valeurs qui sont liées au secteur agricole, qui va beaucoup souffrir de la hausse des engrais. Et donc, on va avoir une baisse probablement des CAPEX dans ce secteur-là, et ça explique notre abaissement d'opinion sur Excel Industries. On est passé de buy à add en dépit d'une valorisation, une forte décote par rapport à l'actif net, mais la reprise du secteur agricole est clairement repoussée au moins d'un an. On a un news flow qui va être très compliqué, et sur Excel Industries, on a eu le plus mauvais premier semestre de l'histoire du groupe. Alors le S2 sera meilleur compte tenu de la saisonnalité, mais le groupe va continuer à se concentrer sur la préservation de sa trésorerie, mais il y a assez peu de choses à attendre sur la croissance et les résultats. De manière générale, dans le secteur auto, on a aussi un contexte qui est compliqué. Néanmoins, sur Delfingen, on pense que le positionnement sur l'électrique et puis le développement dans les autres industries permet au titre de tirer son épingle du jeu. Voilà, donc on est resté à l'achat sur Delfingen. Lectra qui intervient également dans le secteur auto, on est prudent après le très mauvais T1. On pense que les guidance sont à risque, et bon, les autres secteurs sous-jacents qui sont l'ameublement et la mode sont également compliqués. Donc prudent sur Lectra. Katana aussi sur le nautisme. Il va falloir prendre son mal en patience. Voilà, donc, une valorisation basse, mais peu de catalyseurs. Voilà. De manière générale, sur les 5 publications les 5 notes qu'on a publiées, clairement des news flows qui ne sont pas très bons à court terme, ce qui explique aussi que ce n'est pas les titres qu'on pousse le plus actuellement. Katana d'ailleurs, donc je ne reviens pas sur la publication, mais lundi dernier, on a eu les résultats semestriels qui ont été négatifs, avec une forte baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 20% hors facturation exceptionnelle. Dans ce contexte, le groupe fait des efforts sur les prix pour soutenir les volumes, et donc ça a pesé sur le taux de marge brute, qui avait été exceptionnellement élevé en sortie de Covid. On revient à des niveaux plus normatifs, et bien la baisse des volumes entraîne une nette contraction des résultats. Le résultat S2 devrait être positif.
compte tenu de la saisonnalité qui fait que on a quand même plus de chiffre d'affaires sur le second semestre. Néanmoins, on a échangé avec le management et il n'y a pas de forte, nette inversion de tendance à attendre sur le second semestre. Sur le cash, on a eu finalement pas de consommation de cash sur le premier semestre parce qu'on a des acomptes qui remontent légèrement à partir d'une base de comparaison qui était très basse. Pas d'inquiétude sur l'endettement de Katana, mais là aussi, peu de catalyseurs à court terme. Webstone, je reviens pas là-dessus, hein, mais voilà, un marché du conseil qui est en plein changement. Le gros point positif pour Webstone, c'est qu'il a un bilan extrêmement solide qui va lui permettre de saisir des opportunités de croissance externe. Il faudra faire le bon choix dans la mesure où le marché est en plein bouleversement compte tenu de l'IA. Et donc, il faudra être précis dans les sociétés rachetées. Et on notera que Pascal Imbert reste aux manettes encore 2 ans, ce qui montre bien qu'il y a du travail chez Weston. D'ailleurs, le groupe n'a pas caché qu'il y avait également des améliorations dans l'exécution à avoir en interne. Le rapprochement avec Cuperior a beaucoup et l'intégration de Cuperior ont beaucoup concentré le travail du management. Et ça s'est certainement fait au détriment de l'exécution opérationnelle, à la fois sur le plan commercial et probablement également sur l'avancée des projets. Et ça peut expliquer également je dirais, la déception légère déception sur l'atterrissage des résultats 2025-2026. Là, pour terminer le programme de la semaine prochaine avec 2 publications, LDLC et Eneo. Voilà, sur Oneo, on est à Reduce. On a le marché des vins et spiritueux qui est clairement compliqué, même si on est peut-être une forme de point bas, mais il y a aussi pour Oneo la concurrence qui est forte de la part d'Amorim, ce qui met aussi la rentabilité sous pression. Voilà, on est pour l'instant négatif sur Eneo. Sur LDLC, on est positif parce que on pense que alors les résultats vont être très bons, hein, l'exercice en cours, puisque les 9 premiers mois étaient très bons. Le T4 était un peu plus décevant. On va surtout attendre sur LDLC, essayer de mesurer je dirais l'équilibre entre les opportunités sur l'exercice en cours avec le passage à Windows 11 qui devrait être à même de redynamiser la demande. À l'inverse, il y a quand même la pénurie de RAM et le retour de l'inflation qu'il va falloir gérer. On pense que sur le problème de la RAM, le groupe avait pas mal anticipé les choses. Ça pourrait lui donner quelques opportunités. Aujourd'hui, la valorisation est quand même assez basse sur LDLC. Donc, si on a des perspectives de croissance sur 26-27, on pourrait repartir de l'avant pour le titre. Voilà pour ce point global de l'univers. J'en ai fini avec l'ensemble des valeurs qu'on voulait évoquer. Je dirais que dans les prochains jours et prochaines semaines, on va continuer à faire les mises à jour après les publications du T1. Et puis, on va aussi s'attacher à faire des focus sur certaines valeurs, essayer de mieux mesurer celles qui pourraient profiter de la forte demande en semi-conducteurs et globalement dans les data centers. Ce sera une de nos focalisations sur les prochaines semaines et puis reprendre également les publications sur les valeurs européennes après avoir passé cette période importante des publications annuelles et T1 des valeurs françaises. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à ceux qui vont nous réécouter au cours de la semaine via notre chaîne YouTube et on vous donne rendez-vous lundi prochain pour notre point hebdomadaire. Merci beaucoup et à lundi prochain.